Ce soir-là, elle a dit qu'elle montait s'occuper des enfants, comme d'habitude. J'ai entendu le bip de son téléphone, puis sa voix très basse. « On se retrouve où pour le réveillon ?» C'était pas pour une copine. C'était pour lui. Et là j'ai su que tout basculait. Si vous avez déjà eu ce moment où tout s'effondre, restez. Abonnez-vous, likez, j'aimerais vraiment passer la barre des 100 premiers likes en 24 heures. Peut-être que mon histoire vous aidera. Il y a une semaine, si quelqu'un m'avait demandé de décrire une soirée typique chez moi, j'aurais souri presque fière. C'était toujours le même ballet tranquille, ma femme montait coucher les enfants, je restais en bas pour débarrasser la table, éteindre les lumières du salon, vérifier que rien ne traînait dans la cuisine. J'aimais ce moment précis, ce calme de la maison où tout semblait à sa place. C'est là, à cette heure-là, que je me servais mon thé dans ce vieux mug blanc, le même tous les soirs, un cadeau de la sœur de ma femme. Je ne peux même plus dire s'il me plaisait vraiment, mais il était devenu une habitude. Il y a des objets comme ça qui finissent par s'incruster dans le décor, et tu ne sais plus vraiment pourquoi tu les utilises, mais tu continues sans réfléchir. Parfois, j'entendais des rires étouffés à l'étage, les voix des enfants qui négociaient pour un chapitre de plus, ou la chanson douce que ma femme leur chantait. Je savais par cœur le timing, 10 minutes, puis elle descendait fatiguée mais souriante. On débarrassait le reste ensemble, on parlait peu, juste ce qu'il fallait. Rien n'aurait pu me préparer à la suite, parce que tout était justement construit pour paraître normal. C'est drôle, parce que 2 jours avant, au boulot, un collègue à qui je faisais confiance m'avait lancé une phrase bizarre pendant la pause café. « Tu sais, il faut jamais tout croire sur parole, même venant de ce qu'on aime. » Il disait ça en parlant d'un projet qui avait dérapé, mais sa phrase m'a suivi, accrochée à la tête. Je m'étais dit que ça ne me concernait pas, que chez moi tout roulait. Mais il y avait déjà ce petit courant d'air froid dans les couloirs, cette impression que quelque chose ne collait pas tout à fait. Rien d'assez fort pour alerter, juste une sensation, comme un courant sous la porte. Je me disais que c'était la fatigue, la routine. Pourtant, si j'avais prêté plus attention à ce mug, à la façon dont ma femme évitait parfois mon regard en descendant, ou même à la phrase de mon collègue, j'aurais peut-être compris plus tôt que la confiance, ça ne tient parfois qu'à un fil invisible. Le salon était baigné d'une lumière douce, la télévision allumée en bruit de fond, les enfants étalés sur le tapis avec leurs jouets. Ma femme, elle, passait d'un enfant à l'autre, ramassant un pyjama, éteignant une veilleuse, vérifiant que le doudou était bien là. C'était notre rituel du soir, la routine qui, depuis des années, nous servait de repère. Mais ce soir-là, tout me paraissait différent, comme si un fil invisible s'était tendu entre elle et moi, et que je n'arrivais plus à le saisir. Je la regardais s'activer, son téléphone serré dans la main gauche. Elle ne le posait plus sur la table comme avant, entre 2 verres, non, maintenant elle le gardait avec elle partout, même en passant la porte de la salle de bain, avec la petite sous le bras. Au début, je me suis dit que c'était moi qui devenais parano, que tout le monde faisait ça maintenant, qu'on était tous scotchés à nos écrans. Mais il y avait un truc dans sa manière de le tenir, presque crispé, comme si le moindre message pouvait tout faire basculer. Les enfants râlaient un peu, fatigués mais pas encore prêts à dormir. Je me suis approchée du canapé pour ramasser un livre. En me penchant, j'ai vu sa main se refermer un peu plus fort sur le téléphone. Elle a levé les yeux, croisé mon regard, et j'ai vu un éclair furtif de nervosité. Rien de spectaculaire, juste une seconde de flottement, le genre de détail qu'on oublie si on ne le cherche pas. Sauf que moi, je ne l'ai pas oublié. Je me suis souvenu d'un soir, quelques semaines plus tôt. On était à table, les enfants venaient de filer dans leur chambre, et on partageait un reste de dessert. Son téléphone a vibré sur le rebord de la table. Elle a sursauté vraiment, comme si elle s'attendait à autre chose qu'une banale notification. Elle a attrapé l'appareil d'un geste précipité, ses doigts glissant sur l'écran pour le verrouiller, puis elle l'a glissé sur ses genoux, hors de ma vue. Ce soir-là, j'avais juste haussé les épaules, mis ça sur le compte de la fatigue ou du stress du boulot. Mais maintenant, ce souvenir me revenait en pleine figure, comme une pièce manquante qu'on retrouve longtemps après. Je me suis assis sur l'accoudoir, observant la scène. Ma femme lançait des ordres doux aux enfants, mais dès que je faisais mine de m'approcher, elle se tendait presque imperceptiblement, mais assez pour que je le remarque. Un moment, la grande lui a demandé si elle pouvait jouer encore 5 minutes. Ma femme a soupiré, puis, croyant que je ne regardais pas, elle a glissé son téléphone dans la poche de son gilet, avant d'emmener la petite dans la salle de bain. J'ai vu, en passant, l'écran s'éteindre dans sa main,
le verrouillage automatique enclenché. Aucun code à saisir, juste un mouvement de pouce, comme on referme une porte derrière soi en surveillant si quelqu'un regarde. Je me suis surpris à ressentir une sorte de malaise, un truc vague au creux du ventre, entre la jalousie et le doute. C'était la première fois depuis des années que je me demandais si je connaissais vraiment la personne qui vivait avec moi. J'ai repensé à toutes ces fois où elle laissait son téléphone traîner, où elle me demandait de répondre à sa place sans crainte. Maintenant c'était fini, tout passait par elle, chaque message, chaque appel. Je n'ai rien dit ce soir-là. Je me suis contentée de regarder, de noter mentalement chaque geste, chaque silence. Mais je savais déjà, en m'allongeant sur le canapé plus tard, que quelque chose avait changé. Je n'étais plus ce mari tranquille, confiant. J'étais devenu un observateur, un type qui commence à chercher ce qu'il ne voulait pas voir. C'est là que j'ai commencé à perdre mon insouciance, à me demander ce qui pouvait bien se cacher derrière ce fichu écran verrouillé, dans la main de ma femme. Rien n'était encore prouvé, rien n'était clair, mais le doute, lui, il s'était installé pour de bon. La machine à café fait son bruit habituel, une sorte de râle suivi d'un souffle court, presque rassurant. Je suis là, tasse à la main, dos contre le mur, quand le collègue débarque. Il a toujours un mot, lui, ce genre de gars qui trouve dans la peau un prétexte pour exister un peu plus fort. Il commence direct, sans même me demander si ça va, à raconter une histoire, c'est presque une tradition, à force. Tu sais, un pote à moi, il s'est fait avoir. Sa femme, double vie depuis des mois. Le pire, c'est qu'il voyait rien venir. Je souris par réflexe, mais à l'intérieur, je sens que le sol se dérobe. Je pense tout de suite au message d'hier soir, ce SMS bizarre qui ne m'était pas destiné, ou alors, qui avait l'air trop calculé. Je me repasse la scène, ma femme sur le canapé, le téléphone à la main, ce sursaut quand je suis entré dans le salon, puis ce sourire figé, presque trop parfait. Le collègue poursuit, en sirotant son café, « Tu sais ce qu'il se disait, mon pote ?» Il se disait qu'il se faisait des films. Mais en vrai, il y avait des signes partout. Les horaires, les excuses, les textos à pas d'heure. Je pose ma tasse sur la table, pour ne pas la serrer trop fort. Je me force à respirer normalement, à jouer le mec détendu. Il me regarde, remarque sans doute mon silence inhabituel. Franchement, me prends pas pour un parano, mais faut pas se faire de film. Sinon tu deviens fou. Cette phrase, elle s'imprime direct. Ne te fais pas de film, il la répète encore comme pour me convaincre. Ou pour se convaincre lui. Ça tourne en boucle, dans ma tête pendant qu'il raconte des détails sur son ami. Les petits changements de routine, les dîners annulés au dernier moment, la manière de garder son téléphone toujours face cachée. Je fais mine d'écouter, mais en vrai, je suis déjà ailleurs, dans mon salon, à rembobiner chaque détail de la veille. Je me demande si je suis en train de me faire des films, ou s'il y a vraiment un truc. Le collègue finit par partir, sa tasse à la main, en lançant un « Allez, courage mec !» qui claque dans la pièce vide. Je reste là un instant. Je réalise que je viens de passer du statut de mari, normal, à celui d'observateur, presque d'enquêteur malgré moi. Je me sens con, mais j'ai besoin de vérifier. Je ressors mon téléphone et je relis le message de la veille, celui qui a tout déclenché. Je regarde l'heure d'envoi, 22h13. Elle m'a dit qu'elle allait se coucher tôt, mais elle était encore en ligne bien après. Un détail qui me saute aux yeux, la phrase « Bonne nuit, dors bien mon chéri », alors qu'elle ne m'a jamais appelé comme ça. Je note mentalement ce détail. Ça devient un réflexe, presque une obsession. Je commence à tout scruter, à classer les gestes, les mots, les silences. Flashback quelques mois avant. Je me revois, devant la porte d'entrée, à chercher mes clés dans mon sac, quand j'entends ma femme rire au téléphone. Un rire qui ne m'était pas destiné. En entrant, elle raccroche vite, me dit que c'était la sœur de ma femme, mais son visage est fermé, un peu tendu. Sur le moment, je n'ai rien dit. Je n'avais pas envie de me faire des films. Mais maintenant, ça revient comme une gifle. Je reviens au présent, à la salle de pause. Je prends une décision simple, à partir de maintenant, je vais être attentif. Pas parano mais attentif. Je vais observer, noter, garder tout ce qui peut sembler anodin. Je comprends aussi que je ne peux en parler à personne ici. Le collègue, lui, il a vidé son histoire comme on jette un vieux café, mais moi, je reste avec le goût amer. Je suis seule dans ma tête, avec la certitude que quelque chose a basculé, et que je ne peux plus faire marche arrière. Je finis mon café froid en pensant à cette phrase « Ne te fais pas de film »,
mais le film, il a déjà commencé. Je suis dedans, que je le veuille ou non. Et cette fois, je ne vais pas détourner les yeux. La chambre conjugale, le soir, c'est censé être un endroit neutre. Un endroit où, même quand tout va mal, on joue la comédie du couple fatigué. Ce soir-là, j'étais déjà allongée, le portable à la main, quand ma femme est entrée sans dire un mot. Elle a posé son sac sur le fauteuil, s'est déshabillée dans la pénombre, puis s'est glissée sous la couette, de son côté du lit. Pas un regard. Juste ce soupir habituel, celui qui veut tout dire ou rien du tout, selon l'humeur. J'ai attendu quelques secondes, puis j'ai lancé, comme si c'était anodin. Tu sais, pour le réveillon, tu as réfléchi à ce qu'on pourrait faire. Elle a répondu trop vite, la voix étouffée dans l'oreiller. Non, rien de prévu, je t'ai dit. Peut-être un film, je sais pas. Elle a tourné le dos aussitôt, comme si la question la fatiguait. J'ai senti son corps se tendre, une fraction de seconde. Pas de détails, pas de suggestions, même pas cette fausse hésitation qu'elle utilisait avant quand elle voulait vraiment qu'on fasse quelque chose à deux. Juste une esquive. J'ai fixé le plafond, le cœur pas encore serré mais je savais. Pas tout évidemment, mais il y avait ce truc qui frottait dans la tête. Et là je me suis souvenu pas d'un truc spectaculaire, non, d'un détail débile comme souvent. Quelques jours avant, en rangeant le manteau de ma femme sur le porte-manteau de l'entrée, j'avais senti un papier coincé dans la poche intérieure. Je l'avais sorti sans réfléchir, un reçu d'hôtel, format carte bancaire plié en deux. Hôtel du Parc, une adresse à 20 bornes d'ici, date du vendredi précédent. 4 heures avec supplément minibar. À l'époque, j'avais reposé le reçu, sans rien dire, mais ça m'avait laissé une sensation bizarre au fond du ventre. Je me suis revue, ce matin-là, dans l'entrée, le papier dans la main. Je m'étais dit qu'elle avait sûrement accompagné une collègue, ou que c'était un vieux reçu oublié. Pourtant, elle ne va jamais à cet hôtel-là. Je connaissais les habitudes de ma femme, ses horaires, ses déjeuners, ses excuses. Mais là, tout semblait trop net. Le reçu était frais, la date récente, le montant précis. Pas d'ambiguïté. Allongé dans le noir, je me suis remis à compter les indices. Ce reçu d'hôtel, sa façon de me répondre, le fait qu'elle ne me regarde plus vraiment dans les yeux depuis quelques semaines. Et puis le sac à main qu'elle ne laisse plus traîner, qu'elle garde sur elle-même aux toilettes. C'est pas grand-chose, mais mis bout à bout, ça finit par faire du poids. J'ai ressenti un mélange de honte et de colère. Pas contre elle, pas encore. Contre moi surtout. Parce que je savais que je n'allais pas lui poser la question franchement. Pas ce soir, pas comme ça. Je voulais comprendre avant, assembler toutes les pièces. Je voulais pas me faire retourner la situation, pas encore. J'ai repensé à son excuse pour le réveillon, rien de prévu. Pourtant, elle déteste passer les fêtes à la maison, elle l'a toujours dit. Alors pourquoi cette indifférence, pourquoi cette fuite dans les mots? J'ai gardé le silence, j'ai attendu qu'elle s'endorme. J'ai écouté sa respiration, régulière mais trop bruyante, comme si elle jouait un rôle. Moi je ne dormais pas. Je revoyais la date, l'heure, la somme. Je me suis juré de garder ce reçu, de ne rien jeter. C'était la première pièce du puzzle, la première preuve concrète. Pas une intuition, pas un pressentiment, un fait. Je savais que la suite allait être désagréable. Mais j'avais besoin de voir jusqu'où elle était prête à aller dans le mensonge. Ce reçu d'hôtel, c'était la faille. Je venais sans le montrer, de passer du mari naïf au type qui prend des notes. Je me suis tournée vers elle, dans le noir, et je me suis dit que rien ne serait plus tout à fait pareil à partir de ce moment-là. J'étais garée sur la place juste en face de l'école, moteur coupé, les essuie-glaces encore humides d'une pluie fine qui venait de s'arrêter. J'attendais, comme tous les vendredis, que la sœur de ma femme arrive avec les enfants. On faisait souvent ce relais, elle déposait les petits, je les récupérais. D'habitude, elle était plutôt volubile, toujours à raconter les 1000 détails de sa journée, ou à se plaindre de la circulation. Mais là, elle a ouvert la porte côté passager, posé son sac sur ses genoux et, au lieu de parler tout de suite, elle a fixé la vitre, le visage fermé. J'ai démarré la voiture, enclenché la ventilation, puis j'ai attendu quelques secondes de plus. Je ne savais pas trop comment engager la conversation. C'est elle qui a fini par soupirer, un soupir long, puis elle a cherché son téléphone dans son sac. J'ai vu ses doigts trembler un peu, juste un instant. C'est là qu'elle a lâché, comme si ça lui brûlait les lèvres depuis un moment. Tu sais, elle m'a envoyé un message ce matin, mais je crois que ce n'était pas pour moi. Je me suis tournée vers elle, sans rien dire.
Elle a continué, la voix basse presque gênée. C'était bizarre, elle parlait comme si elle s'adressait à quelqu'un d'autre. Pas à moi en tout cas. J'ai demandé, un peu trop calmement sans doute, ce que ça disait exactement. Elle a haussé les épaules, l'air de minimiser, rien de grave, tu sais comment elle est, toujours à courir partout, elle a dû se tromper de destinataire. Mais je voyais bien qu'elle n'y croyait pas elle-même. Dans un coin du pare-brise, les gouttes de pluie formaient une traînée, et j'ai fixé ça en silence. J'ai tenté une approche plus douce pour voir si elle en dirait plus. T'as l'impression qu'elle va bien? En ce moment, la sœur de ma femme a esquissé un sourire, mais il était forcé. Elle a dit que tout allait bien, qu'elle était juste fatiguée, que c'était normal avec le boulot, les enfants, tout ça. Mais elle a ajouté, en triturant la sangle de son sac, je trouve qu'elle est différente parfois. Elle oublie des choses, elle a l'air ailleurs. Un flashback m'est revenu brutal, d'une discussion à table 3 semaines avant. Ma femme avait oublié l'anniversaire de la fille d'une amie, alors que d'habitude, c'était le genre de détail qui lui tenait à cœur. J'avais mis ça sur le compte de la charge mentale, moi aussi. Là, dans la voiture, je me suis souvenu qu'elle avait reçu un SMS juste avant de lever les yeux au ciel et de s'excuser, comme si elle était déjà dans une autre conversation, ailleurs. Je me suis senti moins seule d'un coup. Ce n'était pas seulement mon imagination, ou ma jalousie, ou ce que je voulais bien me raconter. Sa sœur aussi remarquait quelque chose. Peut-être qu'elle ne voulait pas voir, ou qu'elle avait peur de comprendre ce que ça pouvait vouloir dire, mais elle n'était pas dupe non plus. J'ai glissé, à voix basse pour tester, tu crois qu'elle me cache un truc? Elle a ri un rire court nerveux puis elle a secoué la tête, mais non, tu te fais des idées. Elle a attrapé la poignée de la porte, prête à sortir. Mais avant de descendre, elle a posé une main sur mon bras, un geste rare chez elle, et elle a murmuré, prends soin d'elle, elle a l'air épuisée, tu sais. J'ai hoché la tête sans répondre. La porte s'est refermée, les enfants sont arrivés en courant, les cartables qui frappaient les sièges arrière. J'ai démarré, le regard dans le rétroviseur, la sœur de ma femme qui s'éloignait sur le trottoir, la tête baissée. Je savais à ce moment précis que ce n'était plus juste une intuition de mari méfiant. Quelque chose clochait vraiment. Et il fallait que je fouille plus loin. Fin d'acte 1. Le samedi matin, la lumière de la cuisine est un peu trop vive pour des yeux fatigués. Je me sers un café, je m'appuie contre le plan de travail, et j'écoute les bruits de la maison qui se réveille lentement. Ma femme arrive, cheveux attachés à la va-vite, visage fermé. Elle ne dit rien, juste un salut rapide, puis elle s'occupe de sortir les mugs du lave-vaisselle. Il y a une tension dans l'air, un truc qui flotte, mais je fais semblant de ne rien remarquer. Je regarde ses gestes, trop mécaniques pour quelqu'un censé être détendu un samedi. On frappe à la porte. Je vais ouvrir, c'est le voisin du dessus, celui un peu trop bavard qui a toujours une anecdote à placer. Il tient une vieille perceuse que je lui avais prêtée 2 semaines plus tôt. Il entre sans attendre et balance, en posant l'outil sur la table. Alors, ces réveillons, ça se passe bien les amoureux. Il rigole tout seul, cherche mon regard puis celui de ma femme. Je ris un peu jaune, mais c'est la réaction de ma femme qui m'arrête. Elle rigole aussi, mais c'est forcé. Son regard file sur la fenêtre, elle détourne la tête, comme si la plaisanterie l'avait piquée. Le voisin n'insiste pas, il parle bricolage, mais je sens que la gêne est là, palpable. Quand il repart, ma femme enchaîne aussitôt sur une histoire de course à faire, évite de croiser mon regard. Je laisse passer, mais dans ma tête ça cogite. Elle n'a jamais été très douée pour cacher quand un truc la dérange. Je repense surtout à la façon dont elle a sursauté quand le voisin a parlé de réveillon. Pourtant, on n'a rien fait de spécial, juste un dîner simple à la maison, télé, dodo. Rien qui justifie cette crispation. Je finis par débarrasser la table, histoire de rester occupée. Je me rappelle d'un détail qui m'a tilté la veille. En rangeant les clés, j'ai remarqué que celles de la voiture familiale étaient posées différemment, comme si elles avaient été prises à la va-vite. Rien de flagrant, mais assez pour me donner envie de vérifier. Je monte dans le bureau, allume l'ordinateur, ouvre le compte du GPS qui synchronise les trajets de la voiture. C'est le genre de truc que j'avais configuré pour surveiller les kilomètres, mais jamais utilisé vraiment. Là je clique, je regarde les derniers trajets. Les horaires sont précis, tout est horodaté. Je scrolle, je tombe sur un point étrange. La voiture s'est arrêtée 2 fois cette semaine à la même adresse, un parking discret, en bordure de la ville. Je zoome sur la carte.
Juste à côté, il y a un hôtel, un de ces établissements anonymes où personne ne pose de questions. Les arrêts durent 1 heure, parfois un peu plus, jamais plus de 2. Toujours en début d'après-midi, pile sur ces horaires d'une course ou d'un rendez-vous chez le coiffeur. Je fais une capture d'écran, je la range dans un dossier crypté, réflexe automatique. C'est la preuve matérielle qu'il me manquait, celle que je voulais justement éviter de trouver. Le pire, c'est que je ne ressenne rien sur le moment. Ni colère ni tristesse. Juste cette espèce de froid, là dans le ventre, comme si tout devenait mécanique. Je regarde encore les trajets. Toujours ce même hôtel, jamais le week-end, toujours en semaine. Je note les dates, ça correspond à des soirs où elle rentrait plus tard, avec des excuses banales, jamais rien de suspect dans l'attitude jusqu'à ce matin. Je referme l'ordinateur. Je repasse dans la cuisine, je la regarde, elle est penchée sur son portable, l'air absorbé. Je me demande ce qui se passerait si je balançais tout, sur la table tout de suite. Mais je me tais. Pas maintenant. J'ai la preuve, j'ai la date, l'endroit. Je sens que la suite va me coûter cher, mais au moins, maintenant, je sais que je ne suis pas fou. La salle d'attente du cabinet médical était presque vide ce matin-là. Je feuilletais un vieux magazine, sans vraiment lire, juste pour occuper mes mains. La collègue, celle du service d'à côté, est arrivée en retard, un peu essoufflée, manteau trop grand pour elle. Elle m'a reconnu tout de suite, m'a fait un sourire gêné. Elle s'est assise à mes côtés, un siège d'écart, comme si elle voulait garder une distance mais pas trop. On a échangé les banalités habituelles, météo, retard du médecin, le boulot qui n'avance pas. Sauf que je sentais qu'elle avait quelque chose à me dire, un truc coincé dans la gorge. Elle s'est tournée un peu vers moi, le regard fuyant. Je sais pas si je devrais te parler de ça, mais bon, je préfère que tu l'entendes de moi. Sa voix était basse, elle surveillait la porte. L'autre midi, je t'ai pas vue à la cantine. Mais j'ai vu ta femme, elle était dans le petit resto italien, tu sais, celui sur le boulevard. Mais elle était pas seule. Je l'ai vue avec un homme, pas toi. J'ai hésité à venir te le dire. Je veux pas semer la discorde, c'est peut-être rien. Mais c'était bizarre, la façon dont il se parlait. Je peux me tromper, hein. Elle a murmuré la date hésitante puis l'a répétée plus sûre cette fois. Je l'ai remerciée, sans rien laisser paraître. Juste un hochement de tête, un sourire fatigué. En vérité, à l'intérieur, tout se resserrait. Je notais déjà la date dans mon téléphone, discrètement, sous prétexte de répondre à un message. Pendant qu'elle parlait, je repassais dans ma tête l'agenda de ce jour-là. Je savais que ma femme m'avait dit qu'elle déjeunait seule, pas envie de voir du monde aujourd'hui. Je m'en souvenais, précisément à cause de son ton trop léger. La collègue s'est mise à parler d'autre chose, du boulot, du médecin qui prend toujours du retard, mais je n'écoutais plus. J'avais déjà lancé ma petite enquête intérieure. Dès que je suis sortie du cabinet, j'ai récupéré le reçu de carte bancaire de ma femme pour ce midi-là. Je l'avais gardé, sans trop savoir pourquoi, à côté de nos tickets de course, dans la boîte à papier du salon. Ce reçu, c'était le 3e artefact de l'histoire. Il indiquait exactement l'heure du paiement, 12h43, et le nom du restaurant italien. J'ai pris une photo du reçu, l'ai envoyé sur mon mail perso, puis j'ai rangé l'original là où je savais qu'il serait en sécurité. J'ai commencé à compiler rationnellement, comme on aligne des preuves dans un dossier. Date donnée par la collègue, chèque. Reçu de carte bancaire, chèque. Version de ma femme ce jour-là, seule, pas envie de sortir, pas envie de parler. Je notais tout dans une application de notes, intitulée Anomalie, juste pour moi. Je me suis surpris à écrire sans émotion, comme si c'était le dossier de quelqu'un d'autre. Mais chaque détail me ramenait à la réalité, à cette sensation de fissure sous la surface. En rentrant chez moi, j'ai croisé ma femme dans la cuisine. Elle m'a demandé comment s'était passée ma matinée, sans lever les yeux de son téléphone. Je lui ai répondu d'un ton neutre, puis je suis allée dans le bureau, refermer la porte. J'ai relu les messages du jour en question, ce qu'elle m'avait envoyé, repas solo, j'en profite pour souffler. Je notais l'écart, la froideur du texte. Je me rappelais un conseil donné par un ancien chef, quand tu sens que quelque chose cloche, commence par aligner les faits. Pas les sentiments. Les faits, alors j'aligne. Je repassais la conversation avec la collègue, chaque détail, chaque hésitation dans sa voix. Je me demandais si elle avait vraiment tout dit, ou s'il y avait autre chose, mais je savais que le plus important était là, la date, le lieu, la certitude de l'avoir vue.
Mon téléphone a vibré. Un message du chef, rien d'important. Je l'ai laissé de côté. J'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur, intitulé sobrement Preuve, et j'y ai déplacé la photo du reçu, la capture de l'échange avec la collègue et mes notes. Je ne savais pas encore où tout ça allait me mener, mais pour la première fois, je sentais que je reprenais la main, même si c'était juste pour classer des morceaux de vérité. Le bruit de la cafetière m'a rappelé que la vie normale continuait, indifférente à ce que je découvrais. Mais moi, je venais de franchir une étape. J'avais une date, un lieu, un témoin. Et un reçu discret mais précis, qui allait peser plus lourd qu'elle ne l'imaginait. Je suis assis sur le bord du petit lit, la lumière du couloir filtrait doucement sur la moquette. L'odeur du sirop contre la fièvre, le souffle court de notre fils, et ma femme debout près de la porte, manteau déjà boutonné mais regard perdu vers nous. Le thermomètre affiche un 38,6 qui ne baisse pas depuis le matin. Je lui tends une bouteille d'eau, elle vérifie machinalement la température, puis annonce d'une voix trop vive qu'il manque du paracétamol. Je lève les yeux, je me propose d'y aller, elle refuse aussitôt un peu trop vite, avec un sourire tendu. Elle a besoin de sortir, dit-elle, de prendre l'air. Sa main serre la bandoulière de son sac, elle me lance un « j'en ai pour 20 minutes à peine crédible ». J'acquiesce sans insister. Elle attrape ses clés, s'incline vers l'enfant, dépose un baiser furtif, puis file dans le couloir. La porte claque. Je reste immobile, le temps de compter mentalement jusqu'à 20. On n'entend plus rien, sauf la respiration sifflante du gamin. Je me lève, traverse le couloir, la chambre parentale est plongée dans la pénombre. Je sais ce que je fais, je sais que ce n'est pas glorieux, mais c'est ça ou continuer de me faire balader comme un gamin. Son sac est posé sur le lit, entrouvert. Je fouille vite sans bruit, mon cœur tape fort. Le portefeuille, la trousse à maquillage, des vieux tickets de caisse est plié en deux, un à 4 couleurs crème. Je le déplie. Logo discret d'un hôtel du centre-ville, réservation pour 2 personnes, demain soir 20h. Nom de ma femme, une note suite 14 et un numéro de portable qui n'est pas le sien. Je relis plusieurs fois. Je prends une photo avec mon téléphone, vite, la main qui tremble un peu, puis je remets tout en place. Je sors de la chambre, essuie la sueur sur mon front, retourne près de notre fils. Je aime acide, je pose la main sur son front brûlant. Il gémit, se retourne. Je me force à respirer lentement, je pense à la scène de tout à l'heure, elle, si pressée, si nerveuse, ce n'est pas juste une course à la pharmacie. C'est un rendez-vous, une autre vie qui se prépare sous notre nez. Je reste là, à regarder le plafond, à écouter les bruits de la rue. Le pouvoir commence à tourner. Je le sens dans la façon dont je ne dis rien, dont je ne réagis pas, dont je garde pour moi ce que je viens d'apprendre. Je pourrais lui envoyer la photo, la confronter, mais je ne fais rien. Je laisse faire. C'est elle qui part, c'est elle qui s'agite, c'est moi qui observe, qui attend. Un flash me traverse, souvenir d'une autre nuit, il y a quelques mois. Je la revois rentrer tard, prétextant un dîner avec une collègue. Ce soir-là, déjà, elle avait le même regard fuyant, la même façon de poser son sac, de filer sous la douche sans me toucher. Je n'avais rien dit, j'avais voulu croire à l'alibi. Ce soir, c'est différent. J'ai la preuve, le papier dans le téléphone, la date, l'heure, la chambre. Notre fils gémit, je lui chuchote que tout va bien, que maman revient bientôt. J'écoute le silence de l'appartement, j'entends l'ascenseur, les pas dans l'escalier, mais ce n'est personne pour nous. J'attends sans rien montrer, sans colère. Je note dans un coin de ma tête l'adresse de l'hôtel, la chambre, le numéro inconnu. Demain soir, tout va se jouer là-bas. La lumière du couloir s'éteint, la nuit tombe dans la chambre. Je me sens calme, étrangement. Comme si le fait d'avoir cette preuve, dans la main, inversait la partie. Je ne suis plus seulement celui qui subit, je deviens celui qui sait, qui prépare la suite. Notre fils s'endort doucement, sa respiration se régularise. Je reste là dans l'ombre, à compter les minutes. J'entends enfin la porte d'entrée. Ma femme revient, sac à la main, visage fermé. Elle pose une boîte de médicaments sur la table, me sourit, se penche vers l'enfant. Rien n'a changé en apparence. Mais tout a basculé. J'ai toujours détesté ce bar, mais ce soir-là, j'avais besoin de neutralité. Un endroit où rien ne m'appartenait vraiment. Je suis arrivée en avance, évidemment, ce qui m'a laissé le temps d'observer la salle, compter les tables, détailler le reflet des néons sur les verres. J'ai commandé un café, même si tout le monde buvait des bières.
Ça me donnait un prétexte pour garder les mains occupées. Quand mon collègue est arrivé, il avait ce sourire de mec qui sort du boulot, pressé d'oublier la journée. Il s'est assis en face de moi, il a balancé sa veste sur la chaise à côté, et direct il m'a demandé si ça allait. Je ne savais pas par où commencer. La dernière fois qu'on avait vraiment parlé, c'était à la machine à café, quelques banalités sur les horaires, jamais sur le reste. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré une première capture d'écran. C'était le reçu bancaire de ma femme, celui du resto où elle m'avait dit être avec une amie. Je lui ai expliqué, sans rentrer dans les détails trop personnels, que quelque chose clochait. Il a regardé l'image, puis moi, sans rien dire d'abord. Ensuite il a demandé, tu lui as parlé? J'ai esquissé un sourire. Je lui ai dit que non, pas encore. J'ai enchaîné sur la géolocalisation, ce soir-là, la voiture qui n'était pas garée là où elle disait. Il a regardé ses mains, il a demandé si j'avais d'autres preuves. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas tout sorti. Pas encore. Il m'a écouté sans juger, mais je sentais bien qu'il pesait chaque mot. Au bout d'un moment, il a dit « Franchement, si t'es pas prêt à tout exploser, protège-toi. Fais comme si de rien n'était. Préserve les apparences tant que t'as pas décidé. » Et il a insisté sur ce point. On sait jamais comment ça tourne, surtout avec les histoires de couple. J'ai bu une gorgée de café froid. Je regardais les gens autour, leur insouciance, les rires. J'avais l'impression d'être dans une bulle, à part. Mon collègue a sorti son paquet de cigarettes, il m'a proposé d'en fumer une dehors. J'ai refusé, j'avais besoin de rester là, dans cette lumière artificielle, à observer. Il m'a demandé si j'avais peur du scandale. J'ai répondu que oui, un peu. Pas pour moi, mais pour les enfants, pour ma famille, pour tout ce qu'on partageait avec l'entourage. Je me suis surpris à parler de la sous-intrigue, ce petit échange de mails entre ma femme et la responsable du club de sport, une histoire de cotisation non payée qui n'avait, en apparence, rien à voir. Mais maintenant, je soupçonnais que tout était lié. Je me souvenais du flashback, la première fois où j'avais vu le nom de l'amant dans la liste des membres du club, mais à l'époque, je n'avais rien relevé. Il a haussé les épaules, il a dit que parfois tout le monde savait avant toi. Que le vrai risque, c'est de passer pour l'idiot à la fin. Je n'ai rien répondu. Je me suis contentée de remettre mon téléphone dans ma poche. Je notais intérieurement qu'il fallait que je garde tout, que je ne montre rien de plus tant que je n'étais pas prêt à affronter. La peur du scandale, elle était bien là. Je sentais les regards, même si personne ne savait rien ici. Je me suis promis de tout observer encore, de ne pas me précipiter. On est resté là, à commenter les gens, à parler du boulot, à faire semblant. Mais moi, dans ma tête, je commençais à préparer la suite. Je voyais déjà la confrontation, pas explosive, pas de cris, juste froide, nette. Je savais que le moment approchait. Je me sentais tendu, prêt à encaisser, mais aussi à rendre les coups sans bruit. Mon collègue a fini sa bière, il a payé pour nous deux. Il m'a serré la main, il a dit « Tu sais où me trouver ». J'ai quitté le bar, la nuit était tombée. Je marchais lentement vers la voiture, le téléphone au fond de la poche, les preuves bien rangées dans ma tête. Je savais que le jeu des apparences ne durerait plus très longtemps. Mais pour l'instant, il fallait résister, continuer à observer, en attendant le bon moment. Il faisait nuit, mais ce n'était pas une nuit noire, pas vraiment, avec toutes ces décorations du réveillon, des gens partout qui riaient, qui se souhaitaient une bonne année à l'avance. La rue devant l'hôtel était illuminée, presque irréelle. Je suis restée dans ma voiture, garée un peu en retrait, moteur coupé, la buée commençant à ramper sur les vitres. J'avais la réservation de la chambre dans ma boîte mail, cette confirmation dont je savais qu'elle n'était pas pour moi, même si le nom sur la réservation était bien le mien. C'était ça le comble, c'était moi officiellement qui avais réservé ce nid pour deux. Je vérifiais l'heure sur mon téléphone toutes les 2 minutes, mais en vrai, j'étais prêt depuis 20 bonnes minutes. J'avais même hésité à partir, à me convaincre que ça ne servait à rien, que je savais déjà tout. Mais non, il fallait que je voie. Que je me lève et que je regarde en face sans écran, ce qu'il faisait vraiment. J'avais gardé mon téléphone en main, l'appareil photo déjà prêt, mode nuit enclenché. Un couple est passé près de la voiture, une femme en robe dorée et un homme en costume, ils se sont arrêtés devant la porte de l'hôtel, hésitant, riant, puis ils sont partis dans une autre direction. Je me suis surpris à sourire, presque nerveusement.
C'était ridicule, toute cette mise en scène de ma vie, ce décor d'hôtel 3 étoiles, la lumière crue, les taxis qui défilent. J'avais dans la poche le reçu du resto, le même que l'an passé, sauf que cette fois, elle n'y était pas avec moi. J'ai eu un flash. Une phrase de ma femme pendant le déjeuner du réveillon, plus tôt, qui disait qu'elle n'aimait plus le champagne. Ça me donne mal à la tête. Avant, c'était son rituel, chaque 31 décembre. Je me suis demandé à quel moment c'était devenu le rituel de quelqu'un d'autre. J'ai vu la silhouette de ma femme apparaître au coin de la rue, reconnaissable à sa doudoune claire et à sa façon de marcher, toujours un peu vite, comme si elle était en retard sur sa propre vie. Elle n'était pas seule. L'homme qui l'accompagnait était plus grand qu'elle, manteau sombre, écharpe remontée jusqu'au nez. Il la tenait par le coude, geste discret mais intime. J'ai senti mes doigts se crisper sur le téléphone. Ils se sont arrêtés un instant devant la porte, échangeant quelques mots que je n'ai pas pu entendre. Ma femme regardait autour d'elle, un peu nerveuse. L'homme a sorti quelque chose de sa poche, probablement la confirmation de la réservation, celle faite à mon nom, et ils sont entrés. J'ai levé mon téléphone, j'ai zoomé, j'ai pris 3 photos à la suite, le cœur battant, pas tant de rage que d'un calme froid. Les photos étaient nettes, eux deux en train de franchir la porte, l'enseigne de l'hôtel au-dessus, la date et l'heure en haut de l'écran. Je n'ai pas tout de suite regardé les clichés. Je les ai enregistrés, archivés dans un dossier sécurisé, comme les mails, comme la capture d'écran du compte commun, comme la géolocalisation de son téléphone le week-end dernier. Tout était là. C'était étrange, ce soulagement qui montait en moi, comme si, d'un coup, je reprenais le contrôle sur quelque chose qui m'avait échappé pendant des semaines. J'ai pensé à la sous-intrigue, à cette histoire de la montre héritée de mon père qu'elle avait offerte à son frère pour ses 40 ans, sans me demander mon avis. J'ai réalisé que tout était lié, les petits vols, les arrangements silencieux, les secrets minuscules qui finissent par faire un gouffre. Je suis restée là, dans la voiture, quelques minutes encore, à regarder la porte se refermer sur eux. J'ai ouvert le mail de réservation une dernière fois, constatant que la chambre était bien occupée à mon nom, et j'ai fait une capture d'écran du statut check-in en cours. Je n'avais plus besoin de douter. Le rapport de force venait de basculer, sans éclat, sans bruit. Pas de cris. Juste la certitude que cette fois, c'est moi qui avais toutes les preuves. Le matin, la lumière dans le salon est crue, presque agressive, comme si elle avait décidé elle aussi de ne plus rien cacher. Je suis là, assis à la table, le mug meilleur papin devant moi. L'ironie ne m'échappe pas ce matin. Je le pousse doucement du bout des doigts, comme si ça pouvait lancer le reste. Ma femme arrive, encore froissée de la nuit, un vieux pull sur le dos. Elle s'arrête devant moi, hésite à s'asseoir. Je ne dis rien, je la regarde juste, et je sens déjà son malaise. Je prends mon téléphone, le pose, écran tourné vers elle. J'ouvre la galerie. D'abord, un message vocal, celui où son amant parle d'une soirée soi-disant entre collègues, mais il l'appelle par ce surnom qu'il n'utilise jamais en public. Je lance la lecture, le son est bas, mais assez clair pour qu'elle comprenne. Elle hausse les épaules, tente un sourire nerveux, tu sais, ça peut être juste une blague. Je fais défiler pas une seconde de réponse. Un reçu apparaît. La chambre d'hôtel, 2 noms, la date du fameux séminaire où elle m'avait assuré dormir avec la collègue. J'agrandis la ligne du bas, son nom à elle, le sien à lui. Je la regarde sans rien dire. Elle détourne les yeux. Elle essaie de reprendre la parole, tu te fais des films. C'est pas ce que tu crois. On a dîné, c'est tout, je continue. Cette fois, la photo de la voiture de location devant le restaurant italien, le même soir, alors qu'elle m'avait envoyé un texto depuis la chambre censée être déjà en pyjama. Je zoome sur la plaque, sur l'heure en bas de la photo. Je sens sa gorge se serrer, elle avale difficilement. Je déverrouille une note, une liste de transferts bancaires, les petits virements réguliers sur un compte à son nom, ce compte qu'elle m'avait dit avoir fermé après le mariage. Je la laisse lire, je ne commente pas. Le silence s'installe, lourd. Elle commence à trembler légèrement. Je voulais rien te dire parce que je savais que tu réagirais comme ça, qu'elle murmure. Je lève les yeux au ciel, pas de colère, juste du vide. Je prends le mug, le fais tourner entre mes mains. Objet ridicule, symbole de la routine, de tout ce qui semblait solide. Je le pose devant elle, doucement comme un rappel. Tu sais, je crois que tu ne réalises pas vraiment ce que tout ça veut dire, ma voix est basse neutre.
Elle me regarde, les yeux brillants. C'est pas ce que tu crois, on n'a rien fait de mal. C'est juste je me sentais seule. T'étais jamais là. Elle répète, rien fait de mal, alors que la liste des preuves défile encore sur l'écran, mécanique implacable. Je m'appuie contre le dossier de la chaise. Je respire lentement. Tu veux continuer à mentir, ou tu veux qu'on arrête là? Elle fond en larmes, la tête dans les mains, incapable de soutenir mon regard. Sa voix se casse, j'ai merdé. J'ai tout gâché. Je voulais juste, je sais même plus pourquoi, je reste immobile. C'est comme si je la voyais pour la première fois depuis des années, la vraie version, sans le filtre. Elle gémit, on peut pas devant les enfants s'il te plaît. Je ne bouge pas. Je laisse le silence faire tout le travail. Je veux qu'elle regarde tout, qu'elle sente ce que ça coûte, que la façade s'écroule pour de bon. C'est là, dans le salon, entre le mug meilleur papa et tous ces petits écrans, que la réalité s'impose, on n'a plus de foyer, plus de nous. Elle le comprend au même moment que moi. Je la laisse pleurer, il n'y a plus rien à sauver dans ce silence-là. Je me suis retrouvée dans le bureau de la collègue, celui avec la vieille plante en plastique et les piles de dossiers un peu partout. L'odeur du café froid flottait, mélangée à un parfum de lessive, comme si elle essayait de masquer quelque chose sans vraiment y arriver. Je sentais encore la tension de la veille, cette impression d'être observée, jugée, disséquée par les regards des autres. Mais là avec elle, c'était différent. Elle m'a fait signe de m'asseoir, sans détour ni faux semblant. Elle a refermé la porte derrière moi. Je me suis assis en face de son bureau, les mains sur les genoux, le regard perdu sur la photo de ses enfants posés dans un coin, un détail banal, mais qui, ce jour-là, me paraissait presque agressif. Elle a pris une inspiration longue, puis m'a regardé droit dans les yeux. Je sais. Elle n'a pas eu besoin d'expliquer plus. Je n'ai rien dit, j'ai juste haussé les épaules, comme si ça pouvait suffire à tout raconter. Elle a sorti un dossier, pas le mien, un autre, mais le geste était symbolique. Elle a commencé à parler doucement, à mi-voix, comme si le moindre mot pouvait réveiller les fantômes tapis dans les murs. Elle m'a raconté son histoire, à elle. La trahison, les doutes, les nuits sans sommeil. Sauf qu'elle, elle avait gardé le silence trop longtemps, elle s'était laissée bouffer par la honte et la peur du scandale. Elle m'a dit qu'elle regrettait de ne pas avoir réagi plus tôt, de ne pas avoir gardé la main sur la suite. À ce moment-là, j'ai eu un flash. Le souvenir de ce fameux carnet, celui que je traînais toujours dans mon sac, même avant que les choses dérapent. Un vieux carnet à spirale, usé, sur lequel j'avais noté, à la va-vite, des horaires, des phrases entendues, des détails qui ne collaient pas. J'avais commencé ça bien avant de me douter de quoi que ce soit, comme une manie un peu ridicule. Je me suis toujours dit que tout ce qu'on ne notait pas finissait par se dissoudre dans le flou. Ce jour-là, le carnet prenait une autre dimension. Je l'ai sorti, je l'ai posé sur la table. Elle l'a regardé, sans rien dire, puis elle a hoché la tête, comme si elle comprenait exactement ce que ça voulait dire. Elle m'a dit que je n'étais pas obligée de tout étaler devant tout le monde, que le vrai contrôle, ce n'était pas de balancer la vérité à la cantonade, mais de choisir quand et comment la sortir. Elle m'a conseillé de consulter un avocat, de ne pas me précipiter malgré la colère, de garder la tête froide. J'ai écouté. Je sentais que la bascule était là, que le pouvoir, petit à petit, revenait vers moi. Je n'étais plus le type qui venait juste de découvrir l'ampleur de la trahison, qui encaissait les coups. J'étais celui qui savait, qui avait les preuves, qui avançait sans bruit. Elle a posé sa main sur la mienne, juste une seconde, un geste simple, sans ambiguïté, mais qui voulait dire « Tu n'es pas seul et tu n'es pas fou ». Elle m'a dit qu'elle avait gardé ses preuves, qu'elle n'avait pas tout brûlé par orgueil, et que ça lui avait sauvé la mise, des années plus tard. En sortant du bureau, j'avais dans ma poche le numéro d'un avocat qu'elle m'avait recommandé. Je sentais la peur, oui, mais aussi autre chose, un calme glacé, une lucidité nouvelle. J'ai compris que je n'avais pas besoin de la scène, du grand déballage devant tout le monde, des cris et des effondrements. J'avais ce qu'il fallait pour reprendre la main, sans bruit, sans humiliation. Juste la vérité et le moment de la sortir. J'ai rangé le carnet dans ma veste. Cette fois, c'est moi qui allais décider. Le rendez-vous était fixé à 14h, dans un cabinet qui sentait le bois ciré et la moquette trop neuve. J'avais mal dormi, mais je tenais debout presque droit. Je suis arrivé un peu en avance, le temps de respirer, de sortir les documents du sac, de regarder encore une fois ce mug que j'avais pris sans trop réfléchir.
Meilleur papa, en grosses lettres bleues, un cadeau de la fête des pères. J'avais hésité à l'amener, puis je l'ai glissé dans le sac, sans savoir si c'était pour me rassurer ou me rappeler ce qu'il y avait en jeu. L'avocat m'a fait entrer, poli, concentré, pas du genre à faire des blagues dans le vide. Il a fermé la porte, m'a invité à m'asseoir, puis il a sorti un carnet, posé son stylo sur la table et m'a regardé, prêt à m'écouter. Je me suis entendu dire que j'avais tout rassemblé, que je voulais être clair, précis, que je ne voulais pas de drame mais des faits. Il a hoché la tête, ce qui, chez lui, voulait dire « Montrez-moi ce que vous avez ». J'ai posé la pochette devant lui. D'abord, l'extrait de réservation du week-end, celui où tout a basculé. On y voit son nom, la date, l'adresse du gîte. Il a pris le temps de lire, sans rien dire. Puis j'ai ouvert mon téléphone, sorti les captures d'écran des conversations entre ma femme et son amant. Des messages banals, au début, puis de plus en plus explicites. Je t'attends ce soir, il ne se doute de rien, on se retrouve là-bas. J'ai senti ma gorge se serrer, mais je n'ai pas détourné les yeux. Ensuite, la géolocalisation. J'ai expliqué comment j'avais activé discrètement le partage de position, comment j'avais vu sa voiture s'arrêter à l'adresse du gîte alors qu'elle me disait être chez sa sœur. L'avocat m'a demandé si c'était légal. J'ai répondu que c'était mon téléphone, mon compte, qu'elle l'utilisait avec mon accord. Il a noté sans commentaire. J'ai continué avec les photos. Celles prises par un voisin, à qui j'avais demandé de passer devant le gîte par curiosité. On y voit sa voiture, immatriculée, et sur 2 clichés, elle qui ouvre le coffre, un homme à côté d'elle. J'ai expliqué que ce voisin était prêt à témoigner si besoin. L'avocat a souri, enfin, un sourire sec professionnel. Vous avez pensé à tout. Il a pris le temps de tout relire, de tout classer, de vérifier les dates, les correspondances. Il m'a demandé comment je voulais procéder. J'ai dit que je voulais la séparation, mais pas la guerre. Que je voulais la garde alternée, que je ne voulais pas que notre enfant serve de monnaie d'échange. Il a noté, relevé la tête, plongé son regard dans le mien. Votre dossier est solide. Très solide. Si vous restez calme, on peut obtenir ce que vous demandez, sans passer par l'humiliation. Mais il faudra être ferme. Je me suis redressée. Un peu d'air est revenu dans mes poumons. J'ai senti le poids de ces semaines, de ces mois, se déplacer. Ce n'était plus un secret à porter, c'était un dossier, un fait établi. Le mensonge ne m'étouffait plus. Je me suis vue, de l'extérieur, assis là, avec mon mug, meilleur papa, posé à côté de la pile de documents, comme une blague privée dont je ne connaissais plus la chute. L'avocat a noté la présence du mug. C'est important pour vous, j'ai haussé les épaules. J'ai dit que oui, c'était important, mais que ça voulait tout et rien dire maintenant. Il a refermé le dossier, m'a serré la main. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le reste, on va le cadrer ensemble. En sortant, j'ai pris le mug, je l'ai serré dans la main, un peu fort, sans trop savoir si je voulais le garder ou le jeter. Symbole de ce que j'avais cru être, de ce qu'on m'avait dit que j'étais. J'ai descendu les escaliers du cabinet sans me retourner. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de la suite. J'étais lucide. Peut-être même un peu libre. J'ai quitté la maison familiale un samedi matin, sac à la main, sans faire de vagues. C'était prévu, organisé, presque clinique. Je voulais que les enfants dorment encore, qu'ils n'aient pas à me voir passer la porte avec ce carton sous le bras, ce carton où j'avais mis juste l'essentiel pour quelques semaines. La garde alternée, c'était la seule option raisonnable, alors j'ai pris celle-là. 1 semaine sur 2, elle doit quitter la maison à son tour, la voir à moitié vide, sans ses repères. Je n'ai fait aucun drame, aucune scène. Même le voisin n'a rien remarqué. Les démarches de séparation, je les ai lancées dès le lundi matin, dossier prêt, mails envoyés, agenda partagé. C'est moi qui ai tout pris en charge, avocat, médiation, compte à séparer, abonnement à résilier ou à transférer. Elle a suivi, sans bruit, sans vraiment comprendre comment la situation lui avait glissé des mains. Les enfants, je les ai préservés autant que possible. J'ai expliqué calmement, sans rien charger sur leurs épaules, en insistant sur le fait que ce n'était pas leur faute, que rien ne changerait entre nous. Ils ont posé des questions, évidemment, mais ils se sont adaptés vite. J'ai géré l'intendance, les trajets, l'école, les activités. Je me suis surpris à aimer cette organisation nouvelle, cette impression d'avoir repris la main sur ma vie, même si parfois, le vide me rattrapait le soir. Le mug, lui, je l'ai rangé au fond d'un carton.
Il traîne là, entre deux pôles et des papiers inutiles. J'y ai pensé en fermant le carton, c'était le symbole de tout ce qu'on croyait solide et qui ne tient pas. Je n'ai rien cassé, rien jeté. Juste refermé la boîte en silence. Ça fait quelques mois maintenant. J'ai quitté la maison, j'ai laissé les meubles, j'ai pris juste ce qui m'appartenait vraiment. Mon nouvel appartement est modeste, presque froid au début. J'ai appris à aimer ce silence-là, le vrai, pas celui qui cache quelque chose. Les matins sont simples, café, douche, je regarde la rue par la fenêtre. Il n'y a plus de tension, juste le bruit des voisins, la vie qui coule sans moi. Un jour, je me suis arrêtée dans un café, pas loin de mon ancien boulot. J'ai reconnu la collègue tout de suite, assise près de la vitre, son carnet ouvert devant elle. Elle m'a vue, elle a souri, comme si on partageait automatiquement un secret. On n'a pas parlé de l'affaire, ni du reste. Juste un sourire, le genre qui dit « on sait ». C'est tout. Ça m'a suffi. Chez moi, j'ai installé une étagère au-dessus du bureau. Il n'y a pas grand-chose dessus, à part ce mug meilleur papa. Je l'ai gardé pas pour la nostalgie, mais parce qu'il me rappelle ce que j'ai compris. Ce que j'ai perdu, je ne le récupérerai pas, mais ce que j'ai gagné, c'est autre chose. Je dors mieux, je me regarde en face, je ne cherche plus à plaire ou à convaincre. Les gens passent, certains restent, d'autres non. Je n'attends plus de miracles. Ma vie n'a rien de spectaculaire maintenant. Il n'y a pas de musique de victoire, pas de revanche éclatante. Il y a juste cette sensation étrange de marcher, sans faire attention à mes arrières. D'être là entier, même si tout n'est pas parfait. Et parfois, le matin, en buvant mon café dans ce mug, je me dis que j'ai juste arrêté de mentir, et c'est déjà pas mal. Si vous êtes encore là, c'est que vous vous posez peut-être les mêmes questions que moi à l'époque. Je sais à quel point on peut douter de soi, remettre la faute sur son propre dos, se dire qu'on exagère, qu'on imagine. Mais je vous le dis franchement, les détails qui paraissent les plus anodins, les petites incohérences, c'est souvent là que tout commence à se fissurer. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'attention. On m'a longtemps fait passer pour le type trop méfiant, trop comptable des faits et gestes. Mais aujourd'hui, je ne regrette rien d'avoir vérifié, noté, gardé des preuves. Ce n'est pas de la vengeance, c'est juste refuser de laisser quelqu'un d'autre décider de la version officielle de votre vie. Je vous invite à partager en commentaire le détail qui, chez vous, a tout fait basculer, un message, une habitude, un ticket de caisse, peu importe. Abonnez-vous si cette histoire vous parle ou si elle peut aider quelqu'un autour de vous. Lâchez un like, les 100 premiers en 24 heures, ça permet vraiment que la vidéo soit montrée à ceux qui en ont besoin. Ne laissez pas les autres écrire votre histoire à votre place.